Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui du dépistage du cancer de l'anus. Alors, je n'ai pas dit un intérêt. Donc, comme vous le savez, le cancer de l'anus est un cancer HPV induit. Je passerai rapidement sur cet aspect. Un mot pour vous dire qu'on distingue deux catégories de papillomavirus. Donc, les papillomavirus dits non-oncogènes à bas risque, principalement les génotypes 6 et 11 qui vont être responsables des condylomes acuminés de l'anus. Vous avez à gauche des condylomes de la marge anale et puis au centre des condylomes du canal anal. Donc, on voit que ce sont des lésions macroscopiques, le diagnostic est clinique. On n'a pas besoin d'histologie, en dehors de doute diagnostique ou chez des patients immunodéprimés chez lesquels il peut y avoir des lésions précancéreuses associées. Et puis, deuxième catégorie d'HPV, donc à haut risque, celui qui nous intéresse particulièrement, c'est l'HPV-16, puisqu'il va être responsable des lésions précancéreuses, qu'on appelle les lésions de néoplasie intraépithéliale, et puis in fine, dans certains cas, du cancer épidermoïde. Donc, vous avez à gauche des images de lésions précancéreuses, donc de lésions de haut grade de la marge anale, au centre du canal anal, vu en anuscopie haute résolution. On voit déjà que les présentations cliniques diffèrent, elles sont assez aspécifiques, des lésions érythémateuses, squameuses, parfois leucoplasiques, parfois planes, parfois légèrement surélevées. Et puis, à droite, un cancer du canal anal. Contrairement au condylome, le diagnostic des lésions précancéreuses est un diagnostic histologique. On a besoin des biopsies. On utilise aujourd'hui la classification LAST. On parle de lésions malpighiennes intraépithéliales ou d'acide pour Anasquamous intraépithélial lesion. On distingue les lésions de bas grade, LCIL, et les lésions de haut grade, HCIL. Donc, vous voyez que cette classification, on va vers une simplification. Elle est en 2 grades. L'objectif, c'était de limiter plutôt d'augmenter la concordance interanatomopathologique pour la lecture des lames, puisque pour les anciennes lésions, notamment AIN2, il y avait certaines difficultés à les classer. Et puis, d'autre part, c'est de se calquer sur la classification cytologique, qui est la classification de Bethesda. Les lésions de haut grade sont des lésions précancéreuses. Elles sont précurseurs du carcinome épidermoïde de l'anus. Dans la cohorte AIN3, ce taux d'évolution était de 1,2% par an. Toutefois, on sait que cette évolution n'est pas univoque. C'est la cohorte SPAN qui nous a montré qu'il y avait environ 20% de ces lésions qui allaient régresser spontanément chaque année. Alors, quels sont les facteurs de risque d'évolution de ces lésions précancéreuses vers le cancer invasif? Eh bien, c'est essentiellement l'infection par HPV-16, puisque lorsque l'on regarde les données de la méta-analyse de l'INEAL, on voit que lorsqu'il y a des lésions de bas grade, l'HPV-16 est présent dans 20 à 40% des cas. Lorsqu'on est au stade de cancer, on est autour de 80%. Donc, il y a une très forte association entre l'HPV-16 et le cancer. Voici des images de carcinome épidermoïde. On voit qu'on est sur des lésions là aussi macroscopiques. Évidemment, on a besoin de l'histologie, mais ça, ce sont des lésions qu'on voit à l'examen clinique et l'inspection de la marge anale est souvent suffisante. Le carcinome épidermoïde, je passe rapidement, ça a déjà été abordé, mais ces cancers de l'anus et carcinome épidermoïde sont pratiquement synonymes. C'est plus de 95% des cancers de l'anus. On a d'exceptionnels cas d'adénocarcinome, de mélanome, de lymphome ou de carcinome basocellulaire. C'est un cancer HPV induit. En France, c'est environ 2000 nouveaux cas par an. 2/3 des patients ont plus de 65 ans. D'accord, il y a un sexe ratio très en faveur de la femme puisqu'il est d'un homme pour 4 femmes. On a une incidence qui est en constante augmentation. Alors, c'est variable selon les études, environ 3% par an. Donc, c'est un cancer qui est rare, 2,5% des cancers digestifs, rapproché aux plus de 40 000 cancers colorectaux annuels, mais il est quand même de moins en moins. Alors, pour comprendre qui sont les personnes à risque de cancer, il faut regarder la prévalence de l'infection anale à HPV. Et d'emblée, on voit que chez les patients vivant avec le VIH, et principalement les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, eh bien, la prévalence de l'infection est de près de 100%. Si on regarde la prévalence de l'infection à HPV à haut risque, elle est de 70%. Et si on regarde celle de l'HPV-16, on est autour de 30%. Les femmes qui ont des antécédents de lésions gynécologiques sont également à risque. Et qui dit prévalence élevée des lésions précancéreuses et de l'infection à HPV dit taux d'incidence élevé du carcinome épidermoïde. Donc, on a cette magnifique méta-analyse de Carrie Clifford qui montre bien qu'on a 3 groupes qui sont particulièrement à très haut risque. Donc, ce sont les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes vivant avec le VIH après 30 ans, avec quand même une incidence annuelle qui dépasse après 60 ans 100 000, pardon. Dans la population générale, à titre de comparaison, on a un taux d'incidence de 1 à 2,5 pour 100 000, c'est-à-dire que le risque relatif
et fois 100 chez ces patients. Les femmes transplantées d'organes après plus de 10 ans et les femmes qui ont des antécédents de lésions de haut grade et de cancer, non pas du col, mais de la vulve. Chez ces patients-là, le taux d'incidence est supérieur à 40 pour 100 000. À titre de comparaison, en France, le taux d'incidence du cancer colorectal chez la femme, c'est un peu plus de 20 pour 100 000 et l'homme, c'est un peu plus de 30 pour 100 000. Dès lors, on comprend que ces patients ont plus de risques de développer un cancer de l'anus que la population générale de faire un cancer du côlon. Donc, il semble licite de proposer à ces patients-là un dépistage organisé. Dépister les lésions précancéreuses, c'est bien, mais pourquoi? Eh bien, tout récemment, on a les résultats de l'étude encore qui a montré que traiter les lésions précancéreuses, donc les lésions de haut grade, les GHC, permettait de diminuer le risque de survenue d'un cancer invasif. Donc, l'objectif, c'est vraiment non plus de dépister le cancer de l'anus, mais de dépister les lésions précancéreuses pour les traiter et prévenir la survenue du cancer. On sait aussi que les patients qui sont intégrés à des stratégies de dépistage, même si on n'arrive pas à prévenir le cancer, eh bien, le cancer sera détecté à un stade plus précoce. Et comme pour tous les cancers, plus tôt il est pris en charge, meilleur est son pronostic. Pour diagnostiquer les lésions précancéreuses, on a deux examens. Il faut voir les lésions, il faut les biopsier. Donc, on a l'examen proctologique et l'anuscopie haute résolution. Tout d'abord, le point essentiel qui mérite, à mon sens, toujours d'être rappelé, c'est que tout patient présentant des symptômes proctologiques, qu'il soit à risque ou non, c'est-à-dire une excroissance, une tuméfaction, des douleurs anales, du sang, des démangeaisons, doit avoir un examen proctologique complet. L'examen proctologique standard, c'est l'examen de référence pour le diagnostic de cancer. Vous avez vu, le cancer, ce sont des lésions macroscopiques. On n'a pas besoin d'un zoom pour voir un cancer invasif. En revanche, l'examen proctologique standard est un examen peu performant pour le diagnostic des lésions précancéreuses, puisqu'on estime que moins de 40% de ces lésions sont visibles à l'œil nu. Et c'est là que l'anuscopie haute résolution prend tout son sens. Donc, c'est vraiment l'équivalent en proctologie de la colposcopie. En gynécologie, on va regarder la marge anale et le canal anal avec un appareil à fort grossissement, un colposcope ou un matériel dédié, et puis on va s'aider de colorants vitaux, l'acide acétique et le lugol. L'anuscopie haute résolution, c'est l'examen de référence pour le diagnostic et le traitement des lésions de haut grade. Il est 2 à 3 fois plus sensible que l'examen clinique standard. Quelques images ici en anuscopie haute résolution. Donc, vous avez ici, si on est un zoom x13, on est avant coloration. Cette image que j'ai représentée par la flèche noire au niveau de la zone transitionnelle, alors on ne voit pas très bien, c'est une lésion un tout petit peu surélevée, c'est du rose sur du rose. On va utiliser l'acide acétique et en fait, vous avez toute cette lésion là qui va blanchir de façon intense. On voit des anomalies vasculaires, on voit des ponctuations vasculaires et on voit un aspect en mosaïque de l'épithélium. Vous avez là tous les critères morphologiques qui sont prédictifs d'une lésion de haut grade. Mais l'ensemble de ces critères morphologiques n'est pas suffisant. La valeur prédictive positive est de 70%. Donc, on a besoin de l'histologie. Alors, vous voyez qu'il y a toute une sémiologie de l'anuscopie haute résolution et ça explique aussi les difficultés d'accessibilité. Donc, une piste pour l'avenir pourrait être représentée par l'intelligence artificielle. Elle est utilisée en endoscopie digestive pour la détection des polypes et la caractérisation. Je vous présente ici des résultats d'une étude pilote que nous avons réalisée avec des collègues portugais. On a mis au point un algorithme d'intelligence artificielle qui permettait de différencier des lésions de haut grade, des lésions de bas grade en anuscopie haute résolution. Donc, vous voyez que les performances diagnostiques sont excellentes. Bien entendu, elles restent à confirmer en vraie vie. Ce sera une seconde étape. Mais il est possible qu'on ait un petit peu d'aide via l'intelligence artificielle pour développer cet examen et pour accélérer l'apprentissage. Alors, je vous ai dit, l'anuscopie haute résolution permet le diagnostic des lésions de haut grade, mais aussi le traitement. Donc, vous avez ici la lésion qu'on a vue tout à l'heure, et là, après traitement, après cautérisation par photocoagulation infrarouge. Donc, un traitement ciblé. Ce traitement est réalisé sous anesthésie locale. Ça dure moins de 5 minutes. Les limites de l'anuscopie haute résolution, c'est principalement son accessibilité. D'accord? On est à peu près une vingtaine de praticiens sur toute la France à réaliser cet examen. Dès lors, on ne peut pas le proposer en première intention à tout le monde. Il faut cibler les patients les plus à risque. Et ça va être le rôle des tests de triage. Alors, je vous ai mis ici une méta-analyse toute récente concernant les performances de ces tests de triage au niveau anal. Alors, je n'aborderai pas l'ARN messager des oncoprotéines 6E7 et P16Ki67, tout simplement parce qu'on manque encore de données au niveau du canal anal et ce n'est pas retenu dans les recommandations.
On va d'abord parler de la cytologie, donc réalisée sur un frottis. On voit que c'est un examen sensible. En revanche, c'est un examen dont la spécificité est moyenne, donc c'est pas forcément le test de triage idéal parce qu'on va avoir un grand nombre d'aniscopies haute résolution finalement pour rien. Si on regarde le test HPV sensibilité excellente, plus de 90% pour les HPV HR, mais en revanche une spécificité mauvaise. On le comprend bien puisque chez les patients qu'on va dépister, la prévalence de l'infection à HPV HR est extrêmement élevée. Ce qui est intéressant maintenant, c'est si on sélectionne, si on restreint la recherche à l'HPV 16. On voit qu'on va perdre énormément en spécificité, en sensibilité, mais on va gagner en spécificité. Et tout l'intérêt finalement de l'HPV 16, c'est qu'on sait qu'il est fortement associé au carcinome épidermoïde. Dès lors, l'idée en utilisant l'HPV 16 comme test de triage, ça ne va pas être de dépister toutes les lésions précancéreuses, mais de dépister celles qui sont le plus à risque d'évoluer vers le cancer. D'autre part, on sait qu'en l'absence d'HPV 16, on peut espacer la surveillance clinique puisque l'incidence cumulée à 3 ans d'infection n'est que de 16% et qu'on a quand même une séquence infection, dysplasie, cancer qui est assez lente. Et puis enfin, l'idée de faire un premier test de triage par l'HPV 16, c'est d'élargir finalement les possibilités de dépistage par l'autoprélèvement, par un prélèvement réalisé lors de la consultation, par exemple chez le gynécologue, éventuellement chez l'infectiologue, en médecine générale, etc. Donc, ce sont des pistes là pour l'avenir. Alors, on va maintenant parler des recommandations de la SNFCP 2022. Donc, c'est des recommandations qui sont sorties il y a quelques semaines. Voici l'algorithme de dépistage que nous vous proposons. Donc, on a déjà parlé des patients à risque. Je rappelle que pour un dépistage organisé, ce sont des patients asymptomatiques, des patients symptomatiques, examen clinique proctologique systématique. Le premier niveau repose sur la réalisation d'un test HPV 16. Ce test HPV 16 est négatif en espace à 5 ans. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, probabilité d'infection faible, probabilité de développer des lésions précancéreuses faible. Si ce test HPV est positif, à ce moment-là, on va basculer sur un examen clinique et sur la cytologie. Si l'examen clinique et la cytologie sont normaux, on recontrôle à 3 ans. Alors, pourquoi on a choisi cet intervalle de 3 ans? Pour deux choses. D'une part, parce que si on a une cytologie qui est négative, la probabilité d'avoir une lésion de haut grade qu'on aurait manqué est quand même faible. Elle est que de 4%. D'autre part, on sait que l'HPV 16 persiste. C'est l'HPV qui a la clairance la plus lente. Et donc, à 3 ans, on n'aura seulement qu'un tiers des patients qui auront éliminé leur virus. Donc, ça ne sert à rien de répéter le test de façon trop rapprochée. Il sera toujours positif. En revanche, en cas d'anomalie, soit à l'examen clinique, puisqu'on voit quand même à peu près un tiers des lésions de haut grade, soit à la cytologie, au seuil retenu, ASCUS. Donc, dès qu'on a une anomalie cytologique, on bascule sur l'anuscopie haute résolution. En cas de lésion de haut grade, on traite et on fait un contrôle à 6 mois, tout simplement parce que après traitement, environ 50% des lésions vont récidiver dans l'année. Donc, les patients, une fois qu'ils ont été traités, doivent être surveillés de façon rapprochée. En cas de lésion de bas grade, on contrôle à 1 an, parce que même si les lésions de bas grade sont considérées comme des lésions bénignes, on a une étude rennaise récente qui a montré quand même un taux de progression des lésions de bas grade vers les lésions de haut grade d'à peu près 12% par an. Et puis, si c'est normal, on repasse sur un test HPV de contrôle et une cytologie à 3 ans. Alors, en conclusion, donc, l'objectif du dépistage, ce n'est pas de diagnostiquer le cancer de l'anus, mais bien de diagnostiquer les lésions précancéreuses et pas toutes les lésions précancéreuses, les lésions les plus à risque d'évoluer vers le cancer, pour les traiter et diminuer le risque de carcinome épidermoïde. Le dépistage, ce n'est pas un dépistage de toute la population. Le cancer est trop rare, donc on va cibler les groupes à risque. Les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et qui vivent avec le VIH âgés de plus de 30 ans, les femmes transplantées d'organes solides depuis plus de 10 ans, les femmes qui ont des antécédents de lésions précancéreuses et de cancer, non pas du col, mais de la vulve. Il repose en priorité sur le test HPV, suivi en cas d'anomalie d'une cytologie anale, d'un examen clinique, suivi en cas d'anomalie d'une anuscopie haute résolution. Pour l'avenir, c'est le développement de l'anuscopie haute résolution, formation, aide de l'intelligence artificielle, codification, et puis c'est aussi quand même l'étude des autres biomarqueurs, ARN messager, protéines P16, Ki67, méthylation, pour encore mieux sélectionner les patients. Et puis, enfin, donc je vous remercie de votre attention, et puis j'aimerais surtout remercier au nom de la Société
nationale française de coloproctologie, de tous les groupes de pilotage, la quarantaine d'experts qui a travaillé d'arrache-pied. C'était un très beau projet pendant près d'un an pour élaborer ces recommandations. 40 experts nationaux, internationaux, de toutes les spécialités. Donc, il y avait des proctologues, des gastro-entérologues, mais des virologues, des infectiologues, des anatomopathologistes, des épidémiologistes, etc., des gynécologues, vraiment, j'en passe. Merci à eux pour ce formidable travail et qui m'a permis de vous présenter aujourd'hui les recommandations 2022. Merci beaucoup.